Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 10h30, c'est l'heure d'ouvrir les débats, en tout cas avec nos débatteurs, les débats de l'été, nos débatteurs du jour. Je vous les présente, ils nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Franck Dedieu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Morad Haït Tabouche, bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci à vous également d'être présent ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes réalisateur, producteur de documentaires. On peut noter notamment la série Sale temps pour la planète diffusée sur France 5. Et puis on vous retrouve aussi toute l'année sur Sud Radio dans le grand matin week-end avec Jean-Marie Bordry. Et puis avec nous également Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Et merci Jean-Baptiste Moreau, vous êtes ancien député de la Creuse. On commence, vous le savez, première demi-heure, eh bien avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On commence, tenez Jean-Baptiste Moreau, avec votre coup de gueule. À vous, vous parlez, en l'occurrence, vous voulez revenir sur les attaques à répétition de la part des Insoumis contre Sophia Aram. Oui, tout à fait, oui. Elle leur a d'ailleurs répondu hier par une interview assez bien vue dans le journal Le Point. Elle fait l'objet depuis quelque temps déjà d'attaques à répétition, que ce soit Aymeric Caron, Ercia Soudé et compagnie. Alors c'est vrai que dans ces spectacles, elle est pas tendre avec LFI et avec l'extrême gauche, mais elle vise juste, et en retour, elle se prend des accusations d'islamophobie, globalement, elle serait pas une bonne arabe puisque elle attaque l'islam, quoi. Globalement, c'est un peu, j'exagère un peu, mais à peine. Donc cette assignation à sa religion, voilà. Moi, en plus, il se trouve que Sophia Aram est mon amie, donc je suis pas forcément complètement objectif dans le débat, mais ces attaques sont déjà d'une bassesse à toute épreuve, et en plus elle la met en danger puisqu'il l'accuse d'islamophobie, et il faut rappeler que le terme d'islamophobie a été inventé par les islamistes pour essayer de regrouper l'ensemble de la communauté musulmane derrière eux et derrière leur volonté d'imposer l'islam non pas comme une religion mais comme un fait politique. Et donc elle attaque régulièrement, et tout ça c'est parti en fait elle a fait une blague sur le voile de la médaillée olympique du marathon le soir de la cérémonie de clôture. Oui. Cette médaillée olympique qui d'ailleurs dans un journal une semaine avant pose cheveux complètement au vent sans aucun problème. Donc c'était bien un acte politique, une revendication politique, ce qui n'a pas sa place dans les JO, et elle a fait une blague. Alors on peut la trouver drôle ou pas drôle, hein, ça c'est chacun voit midi à sa porte en la matière, mais elle s'est pris un torrent de boue en retour de la part d'un certain nombre de députés, notamment insoumis, en l'accusant d'islamophobe, raciste aussi, raciste. Ces gens-là posent des mots dont ils seront jamais victimes. Sophia Aram, elle a grandi à Trappes. Elle est marocaine d'origine. Le racisme, elle en a fait l'objet plus qu'à son compte, hein, parce que ce qu'on accuse d'islamophobie, c'est juste du racisme, et tous les Arabes en sont victimes, qu'ils soient musulmans ou pas. Les vrais racistes, justement, les mettent tous dans le même panier, hein, que ce soit des musulmans ou pas des musulmans. Donc c'est des accusations sans aucun fondement, totalement ridicules, et qui en plus clairement la mettent en danger, puisque la désigne aux yeux de quelques illuminés comme une adversaire de l'islam, ce qu'elle n'est pas. Elle critique juste l'extrême gauche et sa bigoterie permanente actuelle. Elle qualifie dans l'interview du Point, elle qualifie l'extrême gauche de totalitaire et stupide. Hein. Ce sont ses mots. Oui, bah oui, elle a à peu près raison. Enfin, quand on voit, je suis désolé, mais quand on voit la vidéo d'Ercia Soudé hier qui présente son équipe sur Twitter, enfin, c'est affligeant de bêtises. Enfin, je veux dire, c'est l'un de ses collaborateurs comme un harceleur de journalistes. En un harceleur de journalistes, ouais. Et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs Monsieur Jakubowicz, qui est régulièrement sur les antennes de Sud Radio, qui en a été victime. Enfin, il faut voir le torrent de haine qui s'est pris aussi lui dans la tête suite à l'action de ce collaborateur parlementaire. Enfin, sa vidéo de présentation d'équipe, c'est digne d'un délégué de classe de 5e, quoi, mais certainement pas d'un député de la nation. Franck Dedieu, vous partagez la colère, on l'entend à l'instant, de Jean-Baptiste Moreau concernant ces attaques de la France Insoumise en direction de l'humoriste, notamment qui est sur France Inter, Sophia Aram. Oui, tout à fait, je le partage, je comprends aussi son coup de gueule qui est parfaitement légitime. Et finalement, c'est pas nouveau, ce caractère très particulier de l'extrême gauche. François Cavana, que vous connaissez, qui est co-créateur de Harakiri et de Charlie Hebdo, disait les gauchistes sentent le curé froid.
Hein, il y a cet élan révolutionnaire qui peut être tout à fait légitime et aussi emballant, à quelque chose parfois de moins de soldats, qui rend impossible l'humour, le second degré, le lâcher prise, la distance aussi. Et effectivement, l'idée de ne pas céder à l'intimidation, comme avait fait Cavana en son temps, de toute intimidation, qu'elle vienne de tout parti, de la droite, de la gauche, du centre, du pouvoir, et y compris aussi de ses confrères des médias, eh bien je trouve ça parfaitement légitime, et ça doit aussi, je dirais, nous conduire, nous inspirer, nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes aussi, de se dire que on ne doit pas être intimidé par une forme soit de bien-pensance, un peu centre-mou ou centre-autoritaire, soit de sectarisme extrémiste. Je reprends votre terme d'intimidation, Morad Aït-Tabouche. Justement, pour vous aussi, il y a une notion à ce niveau-là de volonté d'intimider des politiques, des humoristes, en l'occurrence, la Sophia Aram, de la part de ces insoumis. En l'occurrence, les humoristes sont de plus en plus, même si par le passé, les Guy Bedos, etc., Pierre Desproges, sont allés sur ce terrain-là de la politique. Ils ont même parfois été beaucoup plus loin. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une caisse de résonance qui sont les réseaux sociaux. Moi, je citerai aussi Blanche Gardin. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui, à un moment, prennent dans l'humour des positions politiques. Là où je trouve qu'il y a une limite, c'est quand on parle de dérive autoritaire, je ne sais quoi. Je pense pas que ça soit le rôle des humoristes. Pour le coup, je parlais de Guy Bedos. J'ai écouté un vieux sketch de Guy Bedos et les vacances à Marrakech. Mais c'est d'un racisme. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est en gros un commandant de bord de Royal Air Maroc. On peut pas imaginer 2 secondes et demie qu'il soit commandant de bord. Et tout est comme ça. C'est assez terrible. C'est-à-dire que c'est des clichés qui sont entretenus. Donc l'humour, voilà, moi j'ai toujours été, et je le serai toujours fondamentalement accroché à l'idée de liberté d'expression. Donc je respecte parfaitement ce que fait Sophia Aram. Mais je pense toujours qu'on peut blesser. Et c'est peut-être la limite à un moment, c'est comment faire en sorte de ne pas blesser. Maintenant, sur LFI, d'une manière générale, le RN, ils prêtent le flanc, justement, à ce que il y ait comme ça, des flèches qui partent, que ça fuse. Pourquoi ? Parce que parfois, ils sont caricaturaux dans dans leurs expressions, dans leurs sorties politiques. Et c'est encore une fois, je pense qu'on est dans un jeu démocratique. Alors là où c'est un danger, c'est quand effectivement il peut y avoir des menaces de mort. Mais bon, sur les réseaux sociaux, on voit ça fleurir tous les jours. Je sais pas la réalité de ces menaces de mort aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont, pour l'instant, on n'a pas entendu quelqu'un qui a été menacé, qui a été où ça a été jusqu'au bout. Jean-Baptiste Moreau, pour conclure sur ce coup de gueule avant de passer à la suite. Pas des menaces de mort. Je rappelle que le professeur Paty, que d'autres sont morts après avoir été accusés justement d'islamophobie. Enfin, juste ce détail, quoi. Enfin non, c'est pas un détail. Pardon, c'est pas un détail, mais moi je parlais juste des humoristes. Faut bien. Oui. Non, parce que évidemment, je suis le premier à condamner. Évidemment, ces assassinats-là qui sont terribles. L'islamophobie, c'est pas du tout neutre. Et d'autre part, offenser. Enfin, je veux dire, c'est la propre de l'humour, d'être. Enfin, si on se met dans l'humour à ne vouloir offenser personne, on fait plus d'humour en fait. Hein. C'est juste ça. Enfin, je veux dire, la satire, ça a toujours existé. Charlie Hebdo, ça a toujours existé. Enfin, on a toujours une bonne raison d'être offensé. Et moi, le SOS, je suis une victime.com permanent, ça me saoule. Enfin, franchement, ça nuit au débat démocratique. Ça nuit à toute l'expression et la liberté d'expression. On n'attaque pas les personnes, mais attaquer une religion. Je suis désolé, il n'y a pas de délit de blasphème en France et j'espère bien qu'il n'y en aura jamais. Si LFI arrive au pouvoir, je suis pas sûr que ça arrive pas. Effectivement, si jamais ce malheur devait advenir, effectivement, c'est devenu les bigots et les idiots utiles soumis des islamistes aujourd'hui. Donc voilà. On poursuit ces débats, on poursuit avec ces coups de cœur, ces coups de gueule. On a entendu votre coup de gueule à l'instant, Jean-Baptiste Moreau. On va passer à un coup de cœur. Votre coup de cœur, Morad Aït-Tabouche. On parle vous voulez un coup de cœur en direction des scientifiques à propos du climat, c'est ça ? Alors, en fait, c'est un double, un coup double, puisque c'est un coup de cœur et un coup de gueule, avec d'abord un coup de chapeau qui vient du cœur pour tous les scientifiques, vous avez raison, qui nous informent et nous alertent sur la réalité du changement climatique en cours. Un travail de titan qui est
réalisées par des dizaines de milliers de chercheurs partout dans le monde. Aujourd'hui, on sait, grâce à leurs travaux, que les températures s'affolent, que le mercure explose, que la planète est en surchauffe. Les effets sont déjà bien visibles, pas seulement à l'autre bout du monde, non. Ici, en France, on ne va pas faire la liste des drames passés, mais ça risque bien de s'intensifier, de s'accélérer. Parlons juste des glaciers avec cette projection. En 2100, ils auront presque tous disparu de la surface de la Terre. Effet immédiat, une montée des eaux, selon le glaciologue Jean-Baptiste Bosson, elle pourrait être de près de 60 mètres. Je vous laisse juste visualiser le monde qui nous attend. Alors oui, nous savons grâce aux experts ce qui nous attend, mais que faisons-nous pour limiter les risques ? En fait, on est à bord du Titanic. On voit l'iceberg devant nous. Le commandant de bord, lui, refuse de virer. Il continue sa route. La croisière s'amuse. Ce commandant de bord, c'est la classe politique. Et c'est mon coup de gueule, Benjamin. Elle s'écharpe, se chamaille, s'invective, mais ne bouge pas sur ses enjeux planétaires. Elle parle, elle cause, elle s'émeut parfois. Mais ils font comme si de rien n'était. La vie politique continue, bégaye, piétine. Le maître du temps, le chef de l'État, estime qu'il est urgent d'attendre. Alors, on attend, les bras croisés, qu'il nomme un Premier ministre qui, une fois à Matignon, permettra que tout sera fait pour réduire enfin nos émissions de gaz à effet de serre. Mais comme disait feu Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors le bateau sur lequel nous sommes embarqués, le Titanic, continue de foncer tout droit sur l'iceberg et on ne fait rien pour éviter le pire. Jacques Chirac, lui, disait « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Bien dit, il est peut-être temps de mettre en adéquation diagnostic et remède, car cette inaction climatique a des conséquences sur les scientifiques qui finissent par déprimer ou pire, à faire un burn-out. À force de prêcher dans le désert, ils finissent par s'époumoner, à l'image de la forêt qui se consume et qui n'est plus ce poumon vert qui nous permet de respirer, de vivre. Tout ça pour vous dire que plus de 1000 scientifiques sont réunis actuellement au chevet de l'Antarctique. Ça se passe au Chili et tous tirent la sonnette d'alarme sur le coup de chaud sur le continent blanc. Une vague de chaleur qui a démarré il y a plus d'un mois. Une poussée de fièvre qui, si elle se poursuit, aura là aussi des conséquences terribles pour nos vies. Et pour une fois, on pourra croire aux paroles des politiques. Ce sera la fin de l'abondance. Dixit Emmanuel Macron, le maître des horloges et du temps. Et ben voilà, pour ce coup de gueule, coup de cœur, Franck Dedieu, qu'est-ce que ça vous inspire justement ? Alors deux choses. D'abord, effectivement, je partage l'opinion de Morad pour dire que il y a une inaction climatique, mais la question se pose de savoir à qui la faute. Vous parlez du commandant de bord, du nous aussi. Qu'est-ce que c'est nous, hein ? Il se trouve que, en gros, ce constat a été fait depuis bien longtemps, une trentaine d'années, enfin de façon très approfondie par les scientifiques. Et en gros, on voit que ce qui ne fonctionne pas, c'est l'idée du multilatéralisme. C'est-à-dire, on se dit, les COP se succèdent, on se met autour d'une table et on dit, on agit à partir du moment où on est tous d'accord. Et lorsqu'il y a une alternance politique, exemple Trump en 2016, on les suspend. Est-ce légitime ? On peut dire, bah oui, je dirais, la souveraineté des États. La démocratie a parlé. Est-ce illégitime ? Y a-t-il, je dirais, une sorte de point qui finit par être supérieur à la légitimité démocratique, c'est-à-dire quelque part la sauvegarde de la planète ? Et donc vous posez la question de qu'est-ce qui est le plus important ? C'est extrêmement complexe et je pense que peut-être il faut essayer de penser au-delà du multilatéralisme. Si on commence à succéder, à avoir les COP 25, 26, 27, 28 en disant il faut être d'accord, tous d'accord à 196, vous pensez bien qu'il y a des pays qui ont une sorte de créance un peu énergétique en se disant bah nous au 19e siècle on n'a pas pollué, et puis d'autres qui en revanche peut-être ont une sorte de dette démocratique, de dette écologique, et à qui on dit bah c'est surtout les classes moyennes qui vont payer. On ne peut pas réagir comme ça. La question est peut-être, mais ça demande d'être un peu moins ambitieux, de penser à l'échelle nationale, c'est-à-dire de se dire ben voilà, on va essayer d'avoir des politiques d'aide à la transition écologique pour les voitures électriques, pour l'isolation des bâtiments, et tout cela finalement à l'échelle nationale, c'est-à-dire de faire coïncider, parce que c'est là où je voulais en venir Benjamin, de faire coïncider l'action climatique avec le cadre de la souveraineté qui est celui de la nation. Je pense qu'il faut accepter l'idée que
que les COP ne donneront rien à partir du moment où les États sont souverains. Et d'être au plus proche aussi du quotidien des absolument, gens. Ouais, voilà. absolument. Ouais. C'est la fameuse fin du mois contre fin du monde. Non. En ce qui concerne les scientifiques, là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Mourad. C'est-à-dire que pour moi, un scientifique, évidemment, c'est très important qu'il prenne à cœur son message et que une fois qu'à partir de plusieurs études, il n'est pas entendu, eh bien, il tombe en dépression. Mais enfin, un scientifique, c'est surtout de faire des photographies, des propositions et de s'en tenir là. Il faut que le dernier mot revienne aux politiques qui a une légitimité démocratique. Et moi, je trouve que la légitimité, je dirais, technique et scientifique est parfaitement logique. On l'a vu lors du Covid. Il ne faut pas non plus que les scientifiques prennent le pouvoir. Et Jean-Baptiste Moreau, pour conclure rapidement, oui. Allez-y. Faut surtout, non, je suis ingénieur agronome de formation et je suis agriculteur. Il y a peu. Faut surtout que les scientifiques, on les fasse exprimer sur leur domaine de compétences. L'autre jour, j'entendais une hydrologue s'exprimer sur l'agriculture. Elle a absolument aucune compétence, mais ses paroles sont prises comme les paroles d'une scientifique. Elle est très compétente sur l'hydrologie, sans aucun doute, et aucune compétence sur l'agriculture. Sur le réchauffement climatique, c'est indéniable. Mais ce que je voulais dire, et pour rebondir sur ce qu'a dit l'intervenant précédent, c'est que globalement, oui, bien sûr qu'il y a eu des décisions de prise au niveau français, notamment au niveau européen, il y a des décisions de prise. Il y a un certain nombre de continents où il n'y a pas de décision de prise, mais surtout, c'est pas juste le politique. L'année où on a le moins émis du gaz à effet de serre, c'est l'année du Covid. On a fait une chute des émissions de gaz à effet de serre parce que chacun a modifié son mode de vie. On est toujours d'accord pour lutter contre le changement climatique à condition que les réglementations elles concernent les autres et pas nous. Enfin, je veux dire, la vraie lutte contre le changement climatique, chaque citoyen en est responsable dans son mode de vie, dans ses déplacements en avion, dans ses déplacements en voiture, voilà. Et si on veut vraiment lutter contre ça, il va falloir modifier en profondeur notre façon de vivre. Est-ce que tous ceux qui hurlent à l'inaction climatique du gouvernement sont prêts à changer leur mode de vie? Je suis pas persuadé, moi. Eh ben, en tout cas, la question est posée. 10h46 sur Sud Radio. On revient dans un instant. On conclut ces coups de cœur, coups de gueule avec le vôtre, Franck Dedieu. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec le nouveau numéro en kiosque aujourd'hui. Il intrigue pour garder la main, mais le roi président est nu. Voilà, c'est à découvrir, à lire dans Marianne cette semaine. On reste avec vous aussi, Mourad Aït-Tabouche, et puis Jean-Baptiste Moreau. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et on est toujours ensemble dans les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Mourad Aït-Tabouche, réalisateur, producteur de documentaires, notamment la série Sale temps pour la planète sur France 5. Et puis, comment va la planète? Ça, c'est sur Sud Radio, dans le grand matin week-end tout au long de l'année. Présent avec nous également Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. Franck Dedieu, on en vient à votre coup de gueule. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça sur le phénomène Taylor Swift avec en ligne de fond forcément cette campagne présidentielle américaine. Alors c'est pas le phénomène en soi qui m'agace, c'est l'idée que elle serait elle-même à elle seule capable de renverser et de faire l'élection présidentielle il y a un chiffre qui est revenu américaine. Beaucoup, c'est 4% des électeurs potentiellement. Voilà. Donc évidemment, dans ce qu'on appelle les swing states qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, ça devient déterminant. Moi, l'idée de se concentrer sur un point lumineux, en l'occurrence une star, mais hier papivoise, j'y reviendrai, c'est oublier le reste, c'est ne pas voir le reste aux alentours qui devient déterminant. Et je crois que j'appelle ça une espèce de storytelling unicausal qui consiste finalement à très simplifier les choses et à considérer que, à nier la complexité d'un vote dans ses profondeurs psychologiques, sociologiques, françaises et américaines. Rappelez-vous, lors de Papivoise, c'était un retraité du Loiret à Orléans qui s'était fait agresser à la veille de l'élection en 2002. On avait dit, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, c'est à cause des médias qui en ont trop parlé. Qui en ont trop parlé et donc qui ont poussé le vote Jean-Marie Le Pen. Et d'un certain point de vue, cette explication assurait le fait que il n'y avait pas un problème de fond. C'était tout simplement une sorte de circonstance, de conjoncture, de planète mal alignée qui faisait qu'il arrivait au deuxième tour. Eh bien, en vérité, on sait bien ensuite que c'est un phénomène beaucoup plus fondamental et que cette écume-là expliquait des phénomènes politiques de cette ampleur
simplement en s'intéressant au point lumineux, à cette écume, consiste à trop simplifier l'élection et à avoir une sorte de storytelling qui passe à côté de quelque chose qui est plus fondamental, de plus structurel. Il se trouve que aux États-Unis, il y a un conflit majeur entre deux visions du monde qui puise leurs racines de toute l'histoire américaine, je dirais toute l'histoire américaine de la guerre de sécession aujourd'hui pratiquement, avec Donald Trump et Kamala Harris, et de faire d'une chanteuse, certes avec sur la base des followers, sur la base du public qui applaudit, sur la base du nombre de jeunes qui connaissent par cœur leurs paroles, me semble d'une simplification coupable. Jean-Baptiste Moreau, avant de donner la parole à Morad Haït-Abouche, donner autant d'importance à une chanteuse, une star, il faut le dire, Taylor Swift, ça vous surprend, ça vous agace ou pas? Non, mais ça me surprend pas et ça me consterne, mais hélas, je pense que je pense que son influence est réelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens se décident au moment où ils rentrent dans le bureau de vote pour qui ils vont voter. L'intervenant précédent avait raison sur une partie. Tant qu'on avait un peuple qui était vraiment des populations qui étaient vraiment éduquées à la politique, qui aimaient la politique, qui étaient passionnées par la politique, qui disaient je suis de droite, je suis de gauche. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là. Et aujourd'hui, et notamment dans la jeune génération, je pense qu'on a des gens qui sont totalement déconnectés du monde politique et de l'offre politique telle qu'elle est, et qui se décident un peu en fonction de l'air du temps, quoi. Et hélas, c'est dramatique pour nos démocraties. Et effectivement, il y a aussi des ressorts plus profonds sur effectivement des oppositions de société entre des gens qui estiment lésés par le fonctionnement de la société et d'autres qui sont plus favorisés. Donc, on a toujours cette opposition-là qui a toujours existé. Mais on a aussi une partie de la population, je suis désolé, mais qui se détermine un peu au doigt mouillé et qui, au moment où elle rentre dans le bureau de vote, c'est pas pour qui elle va voter et se décide au moment où elle est dans l'isoloir. Et effectivement, ce type d'action, de célébrité, de gens connus, aimés, notamment par la jeunesse, peut avoir une influence non négligeable, à mon avis, sur le résultat d'une élection, y compris présidentielle. Morad Haït-Abouche, vous partagez l'idée de toute façon aux États-Unis, on est dans le show, on est dans la politique spectacle. Il faut savoir. D'ailleurs, la question c'est est-ce que ça pourrait se passer aussi en France? On a des grands artistes qui se sont prononcés en faveur de tel ou tel candidat politique. Je ne sais pas si c'est avec le même succès. Mais alors, c'est pas faux. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on se souvient de comment il s'appelle, Dominique Bénard, qui avait relooké Ségolène Royal. On se souvient d'un certain nombre d'artistes qui s'étaient soit prononcés pour Nicolas Sarkozy, soit pour Ségolène Royal. Non, en fait, je crois que c'est un phénomène qui vient des États-Unis et qui est typique des États-Unis avec ces shows à l'américaine. Il faut quand même pas oublier que George Clooney avait demandé le départ de Joe Biden, et c'est bizarre parce que c'est au moment où George Clooney et puis quelques acteurs d'Hollywood ont dit oulala, Joe Biden n'est plus notre candidat, mais on ne donne plus d'argent, parce qu'en fait, c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc là, on s'est dit, oulala, Joe Biden ne fait plus l'affaire, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et quand on regarde le dernier show de Kamala Harris, on voit bien que il y avait là toute la arrière-garde des démocrates, y compris les Obama. Donc on est dans une politique spectacle. Alors pourquoi Taylor Swift? En fait, je crois qu'elle n'a rien demandé, elle, à titre personnel. C'est pas elle qui s'est réveillée un jour en disant, je veux impacter la campagne politique américaine des présidentielles. Non, je crois que la seule chose qu'elle ait pu dire un jour, c'est Trump, non merci. Enfin bon, Trump, faut quand même pas oublier que c'est lui qui, pendant le Covid, avait dit faut boire de l'eau de Javel, et j'en passe au niveau des dérapages de Trump. Non, je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans une politique spectacle qui commence à arriver en France, et c'est peut-être là, je trouve, un dérapage dommageable. D'ailleurs, Taylor Swift qui a pris la parole récemment, je crois que c'était hier, à propos d'un de ses concerts à Vienne qui avait été annulé à cause d'une menace d'attentat, en tout cas un attentat islamiste déjoué. Est-ce que ça peut arriver d'une certaine manière en France, ce phénomène-là, cette influence que peut avoir une artiste comme Taylor Swift, Franck de Dieu? Alors, je serais tenté par facilité de vous dire non, et c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut y dire que c'est les artistes qui ont, je parle par exemple, là où c'était un petit peu caricatural, au traité constitutionnel européen en 2005, où vous aviez tous les artistes qui étaient favorables au nom de l'Europe, de la solidarité européenne, du vivre ensemble, etc. Ils n'ont pas eu les effets escomptés, et
on pourrait dire, et par facilité, je pourrais le dire, que c'est même un effet repoussoir. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui dit, à partir du moment où les artistes incarnant d'une certaine mesure une forme d'élitisme et d'oligarchie vous disent qu'il faut voter de telle manière, vous allez voter l'inverse parce que vous finissez par vous dire, ceux qu'ils vivent au quotidien, moi je vis exactement l'inverse. Donc quelque part, je dois avoir, je dirais, un ressort politique totalement différent. Mais même ça, je pense que ça serait une erreur. De la même manière qu'il est une erreur de dire que Taylor Swift fera l'élection, c'est une erreur de dire que Taylor Swift ou des artistes français vont défaire une élection, c'est-à-dire vont provoquer l'effet inverse. Non, je crois que quand même, je suis pas totalement d'accord avec le député Jean-Baptiste Moreau. L'ancien député de la Creuse, l'ancien député de la Creuse, bien qu'il connaisse quand même très très bien les ressorts des électeurs, c'est que je crois qu'il y a une complexité profonde chez les électeurs qui, c'est pas parce qu'elle se manifeste au moment où on est dans l'isoloir, c'est-à-dire à la dernière seconde, qu'elle n'est pas le fruit, je dirais, d'un processus économique, psychologique, social extrêmement important et qui détermine le vote. On a quelques tout petites secondes, Morad Ali Tabouk, je voulais... Non, juste pour dire que Taylor Swift, c'est quand même de la country, c'est très ancré dans cette Amérique profonde et chez les jeunes, et c'est pour ça peut-être aussi que Taylor Swift peut, justement, avec ses 4%, faire basculer. Maintenant, c'est peut-être aussi aux médias et aux journalistes d'éviter d'aller chercher comme ça des artistes pour nous parler de politique et de vie quotidienne. Oui, juste pour compléter, effectivement, j'ai pas nié la complexité de ce qui fait qu'un électeur vote ou pas, mais peu de choses peuvent le faire basculer d'un vote à un autre. Honnêtement, et notamment on le voit au niveau des populismes, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, on voit que quelqu'un qui a voté extrême droite à une élection peut parfaitement voter extrême gauche à celle d'après et vice versa, suivant effectivement le contexte général du moment médiatique et suivant son ressenti aussi, parce que c'est toute la force des populistes et des démagogues de savoir dire ce que les gens ont envie d'entendre au moment où ils ont envie de l'entendre. Donc effectivement, et aussi des stars, mais on n'a pas de stars en France à la manière de Taylor Swift, selon moi, qui permet d'influencer. Effectivement, le phénomène de résistance, il existe de plus en plus face aux élites, effectivement, et on a de plus en plus cette tentation de voter contre. On a un petit peu de retard, donc on file Jean-Baptiste Moreau. On vous retrouve dans un instant, Morad Ali Tabouk également, et Franck Dedieu. On va continuer de débattre, les débats de l'été, juste après les infos. On va parler de la sécurité nécessaire de nos mairies. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été sur Sud Radio à 11h05. On est ensemble jusqu'à midi avec nos débatteurs qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. J'en profite pour donner la une de Marianne cette semaine, apparaître là ce matin. Il est dans les kiosques, il intrigue pour garder la main, mais le roi président est nu. Voilà, c'est à la une de Marianne cette semaine. Avec nous également Morad Ali Tabouk, réalisateur, producteur de documentaires. On peut notamment citer la série Sale Temps pour la planète sur France 5. Et puis on vous retrouve dans le Grand Matin week-end également sur Sud Radio. Et puis Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. Le pire a été évité hier à Angoulême. Un homme de 46 ans a déclenché un début d'incendie à l'intérieur de la mairie. Il a finalement été neutralisé par un policier municipal qui a fait usage de son arme à feu. Doit-on mieux sécuriser les mairies? Faut-il généraliser l'armement des polices municipales? On en débat dans un instant avec vous sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter Sud Radio notamment, au 0826 300 300 avec nos débatteurs. Mais d'abord, Jules Boscarini, dites-nous ce que l'on sait, les dernières infos que l'on a à propos de ce qui s'est passé donc hier du côté de cette mairie d'Angoulême. Il a profité de quelques secondes d'ouverture d'une porte pour passer en force et arriver au bureau des élus. C'est ce que nous apprend le maire d'Angoulême aujourd'hui dans le Grand Matin Sud Radio. Muni d'un bidon de carburant, l'homme se dirige au premier étage du bâtiment et asperge alors le bureau de 2 assistantes municipales. La police municipale intervient rapidement et fait usage des armes. Il est blessé par balle et transporté en urgence absolue à l'hôpital de Poitiers. Son pronostic vital n'est plus engagé aujourd'hui. Bon, concernant son profil, que sait-on de cet homme? Alors l'homme à l'origine de l'attaque est âgé de 46
36 ans, il est de nationalité française et absolument inconnu des services spécialisés, précise Jérôme Arnois, préfet de la Charente. Ses motivations ne sont également pas encore connues et aucun lien avec la mairie n'est établi à ce stade par les enquêteurs. Pour le moment, il est toujours hospitalisé et n'a donc pas été entendu. Merci beaucoup Jules Boscarnier, vous restez avec nous bien sûr à chaque fois pour réagir et puis pour donner justement ce rappel de l'actualité, c'est important aussi avant de pouvoir débattre. Franck Dedieu, cet événement, est-ce qu'il doit nous interpeller aujourd'hui sur la question de la sécurité dans les mairies? De la sécurité et puis du port d'armes des policiers municipaux. Quand j'étais enfant, on parlait beaucoup de la peur du gendarme. Et effectivement, cette peur du gendarme, elle suggère que l'uniforme, le port de l'uniforme, que ce soit par représentant de l'État ou d'une institution politique dans un État démocratique, eh bien, en impose un peu. Et à écouter les policiers, on constate de façon, je dirais, quasiment unanime, qu'ils sont face à une délinquance qui non seulement n'a pas peur d'eux, n'a pas peur de l'uniforme, mais est souvent armée, enfin souvent, plusieurs fois armée. Et donc, quelque part, il y a l'idée que pour inspirer le respect, je rappelle cette fameuse phrase de Max Weber, c'est le monopole de la violence légitime, et dans un État démocratique, eh bien, peut-être qu'il faut avoir une arme. Maintenant, il y a aussi un risque. Sans parler de l'aspect débordement, etc., il se trouve que c'est expérimenté depuis pas mal de temps et que ça se passe plutôt bien. Le risque, me semble-t-il, c'est que l'État doit avoir, le représentant de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, le préfet, doit avoir un droit de regard sur cet armement, c'est-à-dire que les maires ne doivent pas faire un argument politique, ne doivent pas, je dirais, en faire une forme de toquade. Il faut avoir une autorisation du préfet. Je crois qu'il est important. Il y a besoin d'autorisation pour le maire pour appliquer justement cet armement de. Il faut absolument que je dirais, ce blanc-seing du préfet soit nécessaire et reste. Parce que, si vous voulez, moi je pense qu'on a aujourd'hui, me semble-t-il, on entend les représentants des associations des maires de France qui sont à peu près tous d'accord pour dire que les policiers municipaux doivent porter une arme. En revanche, là où ça peut poser problème, et notamment, je dirais dans un univers un peu populiste, où cet argument-là peut devenir un argument aux prochaines élections municipales, c'est que le préfet, que l'État, pour que ça reste quand même, je dirais, un sujet qui concerne la nation, eh bien, est un droit de regard, le conserve et soit, bien sûr, assez strict dans son application. Alors, tout à l'heure, à 10h, on avait le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masculier, qui est aussi au sein de l'association des maires de France, qui est en charge de la sécurité et de la prévention, qui disait qu'il y avait encore un débat entre les maires sur cette question de l'armement des polices municipales. Jean-Baptiste Moreau, est-ce qu'il faut généraliser l'armement de ces policiers municipaux? Quel est votre avis à ce sujet? Honnêtement, j'ai pas d'avis préconçu sur la question. Ce qui est certain, c'est que la violence envers les élus, elle ne fait que croître. Enfin, et elle est à l'image de ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on prend à témoin les élus, que ce soit des maires, soit des députés. C'est les élus qui sont à portée d'engueulade, comme on dit souvent, ou à portée de baffe. Et c'était au sens figuré jusqu'à il y a peu, et ça devient au sens propre maintenant, puisque dès qu'il y a une colère qui s'exprime, on vise un élu, et l'élu le plus simple à atteindre, effectivement, c'est le maire ou le député du coin quand on est dans un département rural comme le mien. Donc oui, que la police municipale soit armée, ça me choque pas, d'autant qu'ils ont déjà des formations au maniement des armes, ils ont déjà un certain nombre d'encadrements, donc ça peut être une solution effectivement, mais ce qu'il faut résoudre, c'est le problème de fond de pourquoi il y a autant de violence, et notamment envers les élus. Enfin, je veux dire, il y a une trentaine d'années, on voyait pas ces types de violences-là aussi brutales vis-à-vis des élus. Il y avait un respect, il y avait quelque chose qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question pourquoi ça n'existe plus et comment on fait pour le restaurer, cet esprit démocratique et républicain. Parce que ces élus-là, enfin, je veux dire, c'est que ce soit maire ou député, c'est corvéable à merci, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
remettent, ils sont dévoués tout entiers, on va finir par plus en trouver, parce que franchement, moi je suis dans un département ultra rural avec des communes de 140, 150, 200 habitants. Dans la Creuse, ouais. Je peux vous dire que, dans la Creuse, je peux vous dire que ça relève plus du sacerdoce que de la fonction gratifiante. Honnêtement, le nombre de fois où cette fonction-là est gratifiante se compte sur les doigts d'une main par rapport au nombre de fois où ils doivent intervenir sur des conflits de voisinage, sur même des conflits intrafamiliaux. Voilà, et donc qu'ils se fassent agresser dans le cadre de leur fonction, c'est tout simplement inadmissible. Je pense qu'il y a un durcissement des sanctions à mettre en œuvre dès la première altercation avec un élu. Ils sont représentants de leur public au même titre que des policiers et que des gendarmes, et c'est déjà ce respect-là qu'il faut remettre en place. Après, armer la police municipale, ça peut être utile et effectivement indispensable, parce que c'est une des polices de proximité qui reste aujourd'hui, de façon encadrée, pas n'importe comment non plus, parce qu'il s'agit pas non plus d'armer des cow-boys, mais les policiers municipaux ne sont pas des cow-boys, ils sont déjà formés au maintien de l'ordre, mais sans doute il faut amplifier la formation, parce qu'il y a aussi des petites villes où cette formation laisse sans doute à désirer. Et puis tout en laissant la possibilité, parce que la mairie c'est aussi un lieu ouvert au public et où on doit avoir aussi cette proximité nécessaire entre un élu et puis ses administrés. Morad Aïtabouche, vous vouliez ajouter quoi sur ce sujet? En fait, la vraie question aujourd'hui, c'est évidemment la question de la formation des policiers municipaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont formés à distance en 100, 200 heures maximum, alors qu'un gardien de la paix, lui, est formé pendant 2 ans, pendant 1 an dans une école spécialisée. Ensuite, il a pendant 10 ou 11 mois, une formation à l'intérieur d'un commissariat, avec évidemment l'expérience des aînés, l'expérience de ses collègues. Donc on est là vraiment, quand il s'agit de la police nationale, dans une formation qui est adaptée. L'usage des armes est quelque chose qui est délicat. J'entendais tout à l'heure l'ancien député parler de cow-boy. Oui, il faut faire attention à l'idée qu'un policier municipal avec une arme peut utiliser. Je rappelle que toujours la riposte doit être proportionnée. Du côté d'Angoulême, de toute façon, il y a eu une enquête qui a été ouverte justement pour savoir dans quelles conditions ce tir a été effectué par ce policier municipal. Et ça, c'est parfaitement légitime. La question de la formation, Benjamin, pour moi, elle est aujourd'hui essentielle. On ne pourra pas avoir une police, et moi je crois beaucoup plus d'ailleurs à une police nationale, parce que je pense qu'elle est déjà aujourd'hui bien mieux formée. Elle répond directement au préfet, au ministère de l'Intérieur. Il y a aussi la police des polices qui peut enquêter en cas de dérapage, etc. Et on l'a vu un certain nombre de fois ces dernières années, des policiers municipaux déraper. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour rétablir le respect, la peur du gendarme, peu importe, en tout cas on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vraiment dommage, c'est que le maire, les élus, sont de plus en plus malheureusement, menacés, c'est verbal parfois, physique autrefois. On parle des maires, des élus, de la formation nécessaire pour les policiers municipaux. On parle peut-être moins aussi, il y a aussi du personnel dans les mairies, tout simplement. Il faut penser aux agents de mairie, il faut penser aux secrétaires de mairie également, qui sont parfois agressés, en tout cas verbalement. C'est aussi peut-être, Franck Dieu, une formation qu'il faut aussi intégrer pour ces personnes-là, quoi. Alors, je pense que c'est un autre sujet que l'armement des policiers. Bien parce sûr, qu'effectivement, à partir du moment où... Mais on voit bien... On va pas armer les bien entendu. Bien sûr. Non, mais la question que vous posez, c'est la question de ces personnes qui sont du matin au soir, dans le cadre du service public, confrontées à, je dirais, souvent l'adversité. Des gens qui sont mécontents et qui ont parfois malheureusement de bonnes raisons d'être mécontents. Sauf que ça peut pas être un exutoire. Hein. Ça peut pas, on peut pas vider son sac devant des fonctionnaires. Donc je crois que ce qui est absolument important, c'est que on remette aussi. Ça a été un peu après le Covid, on était tous favorables à ce que le service public et les fonctionnaires soient respectés. On a enfin pris en considération le fait que ces personnes qui sont au contact du public en permanence, en particulier les profs, mais aussi à la RATP, à la SNCF, méritaient beaucoup de respect. Et rappelez-vous quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la course présidentielle à celui qui allait supprimer le plus de fonctionnaires. Et on s'est retrouvé 2 ans après, à 20h, à applaudir les fonctionnaires et le personnel hospitalier pendant le Covid. Donc, il faut pas oublier que
ces personnes qui sont en permanence face au public méritent beaucoup d'égards, et en particulier des égards sur le plan financier. Oui, bah voilà qui dit effectivement Morad Aïtabouche. Pour conclure très rapidement. Oui, après, non, mais on passer à un autre parle sujet. justement des hôpitaux, on parle des personnels soignants. Il faut quand même se rappeler qu'il y a une loi. Si aujourd'hui vous arrivez dans un hôpital, vous êtes un peu exaspéré, ça va pas assez vite, etc. Si vous menacez le moindre personnel soignant, vous pouvez être poursuivi et condamné. Et ça, c'est important. Ça doit faire, je crois, la loi date d'une dizaine d'années. Et c'est important de protéger les personnels qui aujourd'hui, c'est vrai, on le rappellera des millions de fois, n'ont pas forcément les moyens, ni aussi la valorisation de leur métier. La suite des débats de l'été dans un instant. On passe à un autre sujet. On va parler politique et notamment d'un retour, celui d'Elisabeth Borne. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. La suite des débats de l'été à 11h20 sur Sud Radio. Vous continuez de réagir sur nos réseaux sociaux. Je dirai quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure. Avec nous ce matin pour débattre, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont le dernier numéro vient de sortir en kiosque. Morad Aïtabouche, réalisateur, producteur de documentaires. Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. Le retour d'Elisabeth Borne. Donc on en parle. Retour, moi, les députés du Calvados, bien sûr, on le rappelle, mais voilà, elle est aussi ancienne première ministre. Elle se présente à la présidence de Renaissance, le parti présidentiel. Ça vous étonne? Ça vous agace? On en débat, on en parle juste après. Vos explications, justement, Jules Boscardi, vous nous avez rejoint. Comment elle défend cette candidature, Elisabeth Borne? Rassemblé de façon très large, car il est vital de préserver l'unité de ce parti. C'est l'ambition affichée par Elisabeth Borne après l'annonce de sa candidature à la présidence du parti d'Emmanuel Macron. C'est dans une interview accordée à nos confrères du Parisien que la députée du Calvados estime que Renaissance n'a pas vocation à être une chapelle ou une écurie présidentielle. Elle explique également qu'avec cette assemblée, personne ne va appliquer son programme. Cette instabilité politique redonne un rôle différent au parti. On en a besoin, qu'ils redonnent de l'espoir aux Français, qu'ils élaborent une vision, un projet pour le pays. C'est donc pour cette raison que celle qui a occupé Matignon de mai 2022 à janvier 2024 annonce vouloir mettre son expérience au service de ce travail avec humilité et beaucoup de collégialité. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes ancien député de la Creuse, ancien député La République En Marche, en l'occurrence. Est-ce que vous comprenez ou pas cette candidature? Qu'est-ce qui vous inspire? J'ai même été porte-parole du parti En Marche entre 2010 et 2022. Donc je connais bien effectivement le parti. Après, c'est une ancienne première ministre, donc elle a toute légitimité aujourd'hui pour se présenter à la tête du parti. Et effectivement, elle a l'expérience politique des cabinets ministériels, des ministères qu'elle a exercés, de Matignon où elle a été une bonne première ministre. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que et tout à fait objectif un peu. Si le parti veut subsister au-delà du mandat du président de la République, je pense que c'est pas le nom honnêtement du secrétaire général qui va changer quelque chose. Il y a des modifications en profondeur à mettre en place. Je parle d'un territoire comme le mien où on a eu beaucoup de mal à s'ancrer. Tant que j'étais député, il y avait une dynamique, il y avait des adhérents, il y avait des élus qui nous rejoignaient. Aujourd'hui, il y a un seul député sur toute la Creuse et donc c'est plus un député de la majorité présidentielle et le soufflet est totalement retombé parce que le parti n'a jamais investi réellement dans, on va dire, une implantation locale. Plutôt que d'avoir 50 permanents à la rue du Rocher à Paris, je pense qu'il serait préférable d'avoir des permanents, comme tous les partis politiques en ont, sur les territoires, qui animent ces territoires, qui créent une émulation pour permettre à des adhérents de aujourd'hui, on fait avec 3 bouts de ficelle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de permanence parlementaire, il n'y a pas de permanence de parti sur le territoire, alors que tous les grands partis en ont. Il n'y a pas de permanent, donc c'est un peu du bénévolat, mais c'est très compliqué parce que enfin tout le monde a son boulot à côté. On a très peu d'élus et donc il y a un vrai ancrage territorial à faire si on veut vraiment que ce parti survive à l'après Emmanuel Macron et jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas et de même il y a un investissement massif à faire sur le corpus idéologique parce que si vous voulez faire venir ensemble à l'avenir un Gérald Darmanin, un Bruno Le Maire avec un Gabriel Attal, il va falloir retravailler sur le fond des propositions et sur le corpus idéologique de Renaissance qui n'a pas été fait depuis 2017 pour être honnête. On avait fait un gros travail au niveau de la Grande Marche et moi c'était pour ça que je m'étais inscrit derrière Emmanuel Macron, c'était de prendre les idées depuis le terrain et de les faire remonter. Or on s'est mis dans les parenthèses des partis politiques traditionnels où c'est la course de petits chevaux pour savoir qui va se présenter aux prochaines élections sans aucun travail de fond, aucun travail d'idées et donc comme c'est une alliance de différents personnalités politiques derrière Emmanuel Macron,
quand Emmanuel Macron sera plus là, ça va se disloquer s'il n'y a pas un vrai travail de fait. Donc, je dirais que la personnalité a peu d'importance. Tout dépend de ce qu'elle veut y faire. Si c'est juste, voilà, mettre une carte de visite, secrétaire général de Renaissance, ça va pas apporter grand-chose. On a eu quand même un double vote sanction, les européennes, les législatives à l'égard. Alors, certes, sans doute d'Emmanuel Macron, peut-être aussi du personnel politique qui était au pouvoir jusqu'à présent. On pense forcément à Elisabeth Borne. Franck Dedieu, une réaction justement sur, voilà, ce nom, cette candidature de la part d'Elisabeth Borne pour la présidence de son parti. Je me demande si Jean-Baptiste Moreau est très très diplomate. Parce que pas du tout. Pas du tout. Je vous confirme, pas du tout. Parce que en vérité, ça n'a absolument peut-être aucune importance. Aucune importance. Je veux dire, le temps où le parti qui avait une existence idéologique, territoriale, et était un marchepied pour aller à la présidentielle. Je pense à Lionel Jospin, je pense à François Hollande, côté PS, je pense à Jacques Chirac qui crée le RPR. Ce temps-là est révolu. Donc la question de ce point de vue-là, il a raison. La question de la tête du parti n'est pas forcément fondamentale. Même à la rigueur, le propre, là peut-être on va peut-être s'opposer, mais le propre de ce parti, c'est que l'homme ou la femme, je dirais, détermine l'existence du parti et préexiste à l'existence du parti et non l'inverse. Et d'ailleurs, la question qui se pose, qui est une question existentielle que pose Jean-Baptiste Moreau en disant l'après Macron, est-ce que c'est l'après En Marche, est-ce que c'est la fin d'En Marche? C'est bien la preuve que il y a dans le génome, je dirais, d'En Marche, quelque chose qui relève un peu de l'absence d'ancrage et d'une certaine, je dirais, non pas vide idéologique, c'est pas vrai, mais une sorte d'opportunisme politique qui effectivement rend la question de la tête d'En Marche assez secondaire. Pour terminer, si vous me permettez, je constate que Monsieur Attal s'intéresse aussi au poste. Et vous avez finalement, sur les 4 premiers ministres au cours de ce septennat Macron, vous en avez 3 sur 4 qui se retrouvent concurrents. Édouard Philippe, qui vise via Horizon la présidentielle, sur le poste de secrétaire général d'En Marche, une concurrence entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Avec des ambitions présidentielles aussi pour Gabriel Attal. Je ne sais pas pour Elisabeth Borne. Et bien sûr des ambitions présidentielles. Donc vous avez que Jean Castex qui, tel Cincinnatus, revient au service public. Mais enfin, vous avez quand même 3 sur 4, 75% des premiers ministres qui, dès aujourd'hui, se retrouvent en concurrence frontale sur la base quand même d'une forme d'indifférenciation idéologique en ce qui concerne sur le plan programmatique. Soyons francs. Je veux dire, je veux bien considérer que il y ait une aile libérale du point de vue d'Édouard Philippe, une aile un peu de gauche chez Elisabeth Borne, quelque chose de plus laïque, de plus central, de plus républicain chez Gabriel Attal. Mais enfin, tout cela, finalement, quand même, je dirais, se ressemble. Et donc, on va avoir la course de petits chevaux sur des aventures très individuelles, avec finalement une forme je dirais, d'indifférenciation programmatique. Voilà. Il y a une forme de désordre à l'Assemblée nationale et maintenant il y a une forme de désordre idéologique au parti. Morad Haït-Tabouche, très rapidement. Pardon d'avoir été le temps passe vite, très vite. Vraiment, ce matin, c'est voilà. Morad Haït-Tabouche, juste donc sur cette question-là, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de préparer l'après Macron avec ce qui a été la période Macron, quoi? Oui, ça paraît clair. Il y a une ambition personnelle de tous les hommes et femmes politiques dont on vient de parler. Mais moi, je dirais Elisabeth Borne, born again, naissance, renaissance. On est là dans quelque chose où on est dans une logique très individuelle finalement. Ce que disait l'ancien député de la Creuse tout à l'heure est assez juste. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on incarne? Qu'est-ce que le parti Renaissance incarne pour demain? On l'a vu aux dernières élections, il y a une rupture entre d'un côté Paris et de l'autre, évidemment, les zones rurales, ces 22 millions d'habitants qui s'estiment un tout petit peu exclus.
Et c'est vrai que aujourd'hui, on a envie d'une implantation rurale, régionale, beaucoup plus forte d'un parti qui est censé incarner le futur. Or, pardon de le dire comme ça, mais Elisabeth Borne n'incarne absolument pas l'avenir de ce pays. Pourquoi ? Parce que c'est une technocrate qui a montré et démontré lorsqu'elle était première ministre que, à part gouverner par le 49.3, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et la seule fois où il y a eu quelque chose, c'est sur les retraites, et on sait à quel point ça fait exploser à la fois le parti et la vie politique française. Allez, on poursuit. Jean-Baptiste. Sur le côté technocrate, même le NFP nous présente une technocrate pour être première ministre maintenant. Mais nous sommes d'accord, moi je suis assez contre la technocratie. Mais là où vous avez raison, c'est le désir d'implantation. Je pense qu'il y aura d'autres candidats, parce que effectivement, on est par trop un parti beaucoup trop parisien, et cette candidature est une énième candidature du microcosme parisien sans jamais avoir consulté les gens des territoires. Donc je pense qu'il y aura probablement des candidatures concurrentes qui seront plus émanantes des territoires. On verra cela. À la réalité des adversités politiques et pas dans des circonscriptions gagnées d'avance. Eh ben, on verra cela. En tout cas, on se retrouve dans un instant, la suite des débats de l'été avec un sondage intéressant. En tout cas, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Ça concerne Gabriel Attal. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs ce matin, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Morad Aïtabouche, réalisateur-producteur de documentaires, Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. On conclut rapidement sur la politique. Je voudrais juste vous faire réagir sur un sondage Harris Interactive pour Challenge qui nous dit, voilà, pour les Français, aujourd'hui, à date, leur candidat préféré pour Matignon, c'est un certain Gabriel Attal. 40% des Français estiment que c'est un bon Premier ministre, il serait un bon Premier ministre de nouveau. Ça vous fait réagir, Franck Dedieu, pour commencer? Il y a quelque chose, en fait, je vais réagir pour dire que je comprends pas totalement. Il y a une forme de schizophrénie électorale, puisque les Français aiment bien les premiers ministres démissionnaires, ils aiment bien les présidents sous cohabitation, et donc il y a une forme d'appréciation pour des sortes de, je dirais, d'empêchement d'agir, qui serait un gage de modération, de tempérance, et à la fois les Français aiment tout de même ce qui relève de la révolution, de l'action, du volontarisme par rapport aux réformes. Donc c'est assez étrange de voir qu'à chaque fois le président sous cohabitation, on l'adore, le Premier ministre qui est démissionnaire, on l'adore, et puis parallèlement, je dirais une aspiration à l'action. C'est assez troublant. Jean-Baptiste Moreau. Ouais, c'est surtout une aspiration au changement, mais pour les autres, parce que le changement pour soi-même, ça pose toujours des problèmes. On l'a vu sur la réforme des retraites, quand les changements concernent les autres, c'est pas un problème. Quand ça se concerne soi-même, c'est déjà plus compliqué. Mais oui, on voit bien toute la schizophrénie, et c'est ce que ça se rapporte à notre débat de tout à l'heure sur l'électorat et la versatilité de l'électorat globalement. C'est que en fait, il sait pas bien ce qu'il veut globalement, l'électorat. Enfin, on le voit bien à travers ce sondage, puisque tous les candidatures de gauche qui sont testées sont en dessous de celles de Gabriel Attal. Donc, je veux dire, ça vient contrecarrer un peu ce que NFP nous chante matin, midi et soir depuis maintenant presque un mois et demi, à savoir que ils auraient gagné les élections. Enfin, je veux dire, s'ils avaient gagné les élections, la candidature Lucie Castex, elle serait à 52%, ou au moins majoritaire, ce qui est très très loin d'être le cas. Et aujourd'hui, on est dans une incertitude politique qui ne va pas se finir avec la nomination du Premier ministre dans les jours qui viennent. Enfin, on est devant une période de trouble politique qui va certainement avoir des conséquences sur nos institutions dans les 6 mois qui viennent. Je vois pas comment ça peut en être autrement. Avant de parler des logements bouillards, j'aimerais qu'on l'évoque le sujet très sérieusement, parce que c'est un sujet qui concerne quand même beaucoup de Français. Dernière réaction, Morad Aïtabouche. Non, mais ça montre effectivement le désarroi des Français, qui, en gros, plébiscite entre guillemets à 40% Gabriel Attal. Moi, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on gouverne avec les sondages? Les sondages valent ce qu'ils représentent, c'est-à-dire en gros une petite idée de l'opinion, mais rien de plus. Donc voilà, on va balayer la candidature Gabriel Attal, parce que de toute façon on sait pertinemment qu'il ne sera pas le nouveau Premier ministre. Là je m'engage. Sondage bidon, stop. D'ailleurs c'est des réactions, on le salue, c'est Jean-Baptiste qui nous écrit ça sur le Facebook de Sud Radio. Passons à un autre sujet, il est important et très concernant pour beaucoup de Français, la France qui compte de plus en plus de logements
logement bouilloire. C'est l'alerte de la Fondation Abbé Pierre. Elle accuse les pouvoirs publics de ne pas en faire une priorité. Avant d'en débattre, dans un instant, Jules Boscani, c'est quoi les chiffres à retenir de ce rapport de la Fondation Abbé Pierre? Alors le premier chiffre à retenir, c'est que 55% des Français vivent dans des logements où ils ont trop chaud. Le chiffre est impressionnant, c'est plus de la moitié de la population. Mais il est pour l'année 2023 et est également en augmentation de 26% depuis 2013. Le rapport précise aussi qu'un quart des Français en souffrent fréquemment durant l'été. On en débat tout de suite avec vous. Tenez, Morad Aïtabouche, je vous garde sur le sujet. Sur cette problématique-là, 55% des Français qui souffrent de cette chaleur dans leur logement. Alors il faut surtout pas oublier la canicule de 2003, 15 000 morts dans l'indifférence générale. Le plus souvent c'était effectivement des personnes âgées. Ce dont on parle là aujourd'hui, c'est des îlots de chaleur. En fait, c'est la minéralisation, en gros, de nos espaces. Pourquoi ? Parce que malheureusement aujourd'hui, quand vous vivez par exemple à Lille, on minéralise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on urbanise de plus en plus, on bétonne. Ça veut dire qu'à un moment, malheureusement, les températures en journée ne baissent pas la nuit. Or, notre corps a besoin de se réadapter. C'est-à-dire que si vous avez des températures caniculaires à 40 degrés, aujourd'hui on sait que même dans les Hauts-de-France, on a des canicules, 40, 50 jours par an. Malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est que nos corps n'arrivent plus à se, réfrigérer entre guillemets, en tout cas revenir sur des températures normales. Donc quand on est à 45 la journée, qu'on a autour que des bâtiments, des verres, etc., la chaleur augmente. Puis il y a la question de l'isolement aussi des logements. Alors évidemment, ça c'est une vraie question. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'inaction, de la passivité des autorités, on n'en fait pas assez parce qu'il faut pas quand même oublier que dans les îlots de chaleur, ce sont les personnes les plus précaires qui souffrent les premières, qui sont les premières victimes. Ce sont les personnes âgées. Et ce sont les enfants en bas âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique doit prendre ce sujet à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la température va continuer à augmenter, que la question qui va se poser dans toutes les grandes villes, sachez qu'à Lille, par exemple, c'est une des situations les pires en France et même en Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même à Paris, vous avez des situations où il va être de plus en plus difficile pour nos anciens de vivre ou de survivre à des températures qui vont devenir extrêmes. Ça, c'est une urgence. Je parlais tout à l'heure de l'urgence. Je parlais des scientifiques qui prennent la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent ou en tout cas qu'ils étudient. Ces sujets-là, ils les ont parfaitement étudiés. Ils ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur ce risque-là. Il faut quand même savoir que les forêts tropicales humides, à 32 degrés, vont plus être des pièges à carbone, mais vont émettre du carbone. Ça veut dire que demain, nous aurons des hausses de température qui ne seront plus maintenues à 2 ou à 4 degrés, mais ça va encore plus s'affoler. Et quand vous avez 2 à 4 degrés sur la planète, en France, vous avez 5 à 6 degrés de plus. Ça veut dire que ça va se poser de manière violente, brutale, et si on n'investit pas énormément dans les appartements, on va dans le mur. Et pourtant, on a des choses qui ont été mises en place très concrètement. MaPrimeRénov', on a aussi le DPE. Oui, Jean-Baptiste Moreau. Oui, c'est ce que je voulais dire. Les moyens ont été mis depuis plusieurs années et sont augmentés, notamment au travers de MaPrimeRénov', parce que l'isolement thermique, il est sur le froid et sur le chaud, dans les deux sens. Et effectivement, la précarité énergétique, elle est valable dans les deux sens, parce que ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer en hiver n'ont pas non plus les moyens de mettre des clims dans leurs appartements. Il fera plus chaud en hiver, malheureusement. D'autant plus sur des appartements qui sont des passoires. En forme de boutage, je dirais, venez vivre en Creuse, on n'a pas de problème de bétonisation, on a beaucoup d'espaces verts. Et donc on a beaucoup moins chaud qu'à Paris. Mais si on sort de la boutade, effectivement, des moyens supplémentaires doivent être mis sur l'isolation thermique des bâtiments et notamment à destination des populations les plus sensibles. Mais je dirais pas que des plus pauvres, aussi des classes moyennes qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens d'isoler thermiquement. Donc les moyens de MaPrimeRénov' doivent être développés. Ils l'ont été depuis déjà plusieurs années. C'est faux de dire qu'il n'y a rien eu de fait. Seulement on a pris un retard considérable parce que effectivement, y compris dans les constructions neuves, on n'a pas pris les précautions nécessaires pour cette lutte face au changement climatique et sur l'isolation des bâtiments. On a maintenant, je pense que cette préoccupation est davantage prise en compte, mais depuis 40 ans, globalement, c'était pas un facteur pris en compte, l'isolation thermique dans les constructions neuves, y compris de logements sociaux et autres. Donc on a un vrai enjeu à mettre les moyens là-dessus parce que effectivement, sinon on va au devant de catastrophes relativement importantes parce que les gens n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires dans leur logement. Et malgré tout
tout ça, la tendance elle est à la hausse, plus 26% depuis 2013 de Français qui souffrent de cette chaleur dans leur logement. À qui la faute, d'une certaine manière, si on peut poser la question comme ça, Franck de Dieu, et puis comment on fait? Comment on fait? Je suis assez d'accord avec les deux intervenants, mais je rajouterais que ça fait partie de ces rares sujets où finalement ça rapporte. L'isolation thermique rapporte de l'argent. La Fondation Abbé Pierre avec EDF lance une expérimentation, enfin plus qu'une expérimentation, à financer des travaux d'isolation thermique pour des populations en précarité énergétique et en précarité tout court. Vous savez quelle est l'économie annuelle pour chaque logement? 900 €. C'est-à-dire que vous avez... C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes... J'aime pas trop cette formule un peu cucul-à-praline du gagnant-gagnant, mais là, vous avez un État qui favorise des emplois locaux, des productions locales, et qui peut s'endetter. Aujourd'hui, on s'endette à 3%. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Peut-être, mais enfin, vous endettez à 3% quand vous avez un retour sur investissement qui est quand même qui est immédiat et qui est tangible. La Fondation Abbé Pierre, alors c'est pas exactement un rendement financier, c'est un rendement par rapport à des notations d'isolation de lettres, part de 65% de rendement. Donc effectivement, je vous dis que l'isolation thermique, et il faudrait peut-être d'une certaine manière l'isoler, c'est un peu technique, pardon Benjamin, mais l'isoler par rapport aux critères de Maastricht, à mon avis, qui fait que on investit massivement par l'endettement, tant pis, par l'endettement, parce qu'il y a un retour sur investissement qui est évident en termes d'emploi, en termes de bien-être et même aussi en termes de balance courante parce que on importe moins. On va conclure ce débat sur cette question-là avec un certain nombre de réactions et notamment sur le Facebook de Sud Radio, beaucoup qui réagissent à ce que vous disiez, Morad Aïtabouche, sur le fait qu'il faut arrêter de bétonner effectivement et notamment les villes. C'est vrai que c'est un enjeu aussi crucial avec ce changement climatique. On revient dans un instant les débats de l'été avec un tout autre sujet, la polémique avec des mots, expressions utilisées par Teddy Riner qui passe mal auprès d'un athlète des Jeux paralympiques, athlète français. Je vous explique tout ça et puis on en débat juste après. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 11h47 avec vous, comme toujours, 0826 300 300. Et puis les réseaux sociaux, je continue de lire vos commentaires, bien sûr, sur le Facebook de Sud Radio. Nos débatteurs jusqu'à midi. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont le dernier numéro vient de sortir dans les kiosques. Morad Aïtabouche, réalisateur, producteur de documentaires. On peut notamment citer cette série Sale temps pour la planète, diffusée sur France 5. Et puis on vous retrouve sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Avec nous également Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. J'aimerais qu'on revienne sur ces propos maladroits ou peut-être de Teddy Riner, double champion olympique, judoka, double champion olympique en ce qui concerne les Jeux qui viennent de se terminer. Il a été recadré par un athlète paralympique. Faut vraiment que tu arrêtes de parler de nous. Qui dit ça? C'est Sofiane Meyaoui. Il fait partie de l'équipe de France de basket fauteuil et avec Marie-Josée Pérec, Teddy Riner a qualifié en l'occurrence les parathlètes de super-héros ou encore d'Avengers. C'est ça qui fait polémique. On n'est ni à plaindre ni à valoriser de cette manière. C'est ce que dit donc ce para-athlète. Vous voulez réagir, allez-y sur les réseaux sociaux. En attendant, Jean-Baptiste Moreau, un mot sur cette polémique, parce que ça dit beaucoup de choses, de la manière dont on perçoit et dont on considère aussi ces athlètes paralympique. Oui, je pense que c'est une maladresse, honnêtement. Enfin, on peut pas en tenir rigueur. Je pense à Teddy Riner, et d'ailleurs le même athlète dit plus loin que voilà, il n'en tient pas plus rigueur que ça. Mais effectivement, les parathlètes veulent être considérés comme des athlètes à part entière et pas comme des super ou des moins, ou ils veulent être considérés guédérés au regard de leurs performances sportives qui sont réelles et pas de misérabilisme ou de survalorisation. Après, je pense que Teddy Riner a voulu mettre en avant et justement, je pense que c'est juste maladroit ce qu'il a dit. Mais honnêtement, je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention, ni de misérabiliser, ni de voilà. Mais après, je comprends la réaction aussi de ce parathlète en disant, nous, ce qu'on veut, c'est être estimé sur nos performances sportives. On est des athlètes comme les autres, des sportifs comme les autres, et on va être considérés comme des sportifs comme les autres. Point. Ça part de cette logique-là et de cette logique d'être inclusif, et on va pouvoir admirer
admirer pendant 15 jours les performances vraiment de ces athlètes qui s'entraînent comme les autres athlètes le font. Voilà, donc ils veulent juste être considérés comme des athlètes à part entière, et c'est tout à fait logique. Et je pense que c'est juste une maladresse de la part de Teddy Riner, et que ça partait pas du tout d'une mauvaise intention, mais au contraire de valoriser ces Paralympiques. Donc j'espère elles vont être le même succès que les Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est ce que a déclaré tout à l'heure sur Sud Radio la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi, qui était l'invitée de Jean-Marie Bordry dans la matinale de Sud Radio. Je pense que notre grand champion Teddy Riner l'a dit peut-être en pensant bien faire, par peut-être méconnaissance, mais effectivement les personnes en situation de handicap veulent qu'on les considère comme des citoyens, des citoyennes à part entière. Et on voit d'ailleurs les choses, parfois on peut dire les choses un peu de manière maladroite, par méconnaissance. Quand je regarde par exemple le film Un petit truc en plus, bouger les lignes. Et j'espère que nos Jeux paralympiques vont faire bouger les lignes, changer le regard pour pouvoir changer la vie des personnes en situation de handicap. Et Morad Aïtabouche, maladresse donc de Teddy Riner, je pense qu'on peut le dire très clairement, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense. Est-ce que vous comprenez néanmoins le coup de gueule de ce parathlète, Sofiane Meyaoui? Teddy Riner, c'est clair qu'il est très bienveillant, sauf avec ses adversaires sur la tatami, ça paraît très clair. Son adversaire, en l'occurrence, il l'a quand même félicité grandement. Exactement, le japonais qui était presque à deux doigts d'harakiri en rentrant chez lui. Non, encore une fois, je pense que c'est légitime qu'on en parle, et je pense que Teddy Riner met sur le tatami, entre guillemets, ce sujet-là. Moi, j'ai vu, pour tout vous dire, au Stade Charlétier à Paris, les championnats du monde d'athlétisme paralympique, je sais pas comment on dit, donc en tout cas les Jeux pour les handicapés. Et franchement, moi j'ai été très très impressionné. Une amie est allée voir du basket fauteuil, c'est physique quoi. Et franchement, si on doit valoriser, parce qu'on est à quelques jours de l'ouverture des Paralympiques, ce sont ces sportifs de haut niveau. Et encore une fois, et je pense que quand il parle de super-héros, je pense que derrière, il y a de l'entraînement, comme pour les athlètes. Et c'est ça que je trouve formidable. Teddy Riner est d'une grande bienveillance, franchement, et je pense il y avait pas, quand il a évoqué la question des super-héros, des Avengers, pour lui, c'était d'abord et avant tout de montrer ces sportifs et leur performance à venir, parce que on espère avoir autant de médailles d'or ou même de médailles avec les Paralympiques français. Franck Dedieu, c'est peut-être aussi une façon, alors maladroite, de féliciter, d'applaudir d'une certaine manière le courage de certains de ces athlètes qui sont passés par des périodes très compliquées avec des parcours très difficiles. Bien sûr, il y a une abnégation, une volonté absolument remarquable. Dans la maladresse de Teddy Riner et la remarque, à mon avis, justifiée de l'athlète, se pose la question de l'emploi permanent, pour tout sportif, des superlatifs. C'est-à-dire, c'est tous des super-héros, c'est tous des surhommes, c'est tous des titans. Or, l'esprit de l'olympisme, c'est pas ce rêve prométhéen de super-héros. C'est tout simplement l'humanisme. C'est tout simplement l'homme. L'homme ou la femme qui n'est pas un super-héros, qui n'est pas un titan, qui donne le meilleur de lui-même avec des valeurs de fraternité plutôt positives. Mais on est quand même dans le cadre, je dirais, du statut d'humain, qui jette le javelot le plus loin possible. Tout ça, c'est si l'olympisme renvoie à des jeux grecs, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de très naturel, de très humain. Et cet emploi de superlatif permanent, et y compris pour tous les sportifs de super-héros, de titans et de surhommes, me semble aller à l'encontre de l'esprit même de l'olympisme qui se confond avec l'humanisme, c'est-à-dire que ce qui est au centre, c'est l'homme. Morad Aïtabouche. Non, franchement, pas grand-chose à ajouter, sauf à dire qu'il faut absolument aller soutenir nos athlètes, comme on a pu soutenir tout au long des Jeux Olympiques, nos athlètes comme Teddy Riner, comme l'équipe de France de basket, etc. Parce que je crois, au-delà des superlatifs, je crois d'abord et avant tout, c'est une grande leçon d'humanité que vous nous donnez, tous nos athlètes français, étrangers, pendant cette période paralympique. Et moi, je dis juste, j'étais aux Jeux Olympiques et j'espère pouvoir aussi
assister à des épreuves, l'athlétisme en tout cas, j'ai été subjugué et je vous invite vraiment à aller les soutenir parce que c'est beau. Bah oui, effectivement. Et alors l'engouement, il est là parce que concernant ces ventes de billets, on est à plus d'1,7 ou 1,8 million de billets déjà vendus et ça s'accélère encore sur ces derniers jours. Donc c'est tout de même très encourageant. Juste d'un mot très rapidement, parce que c'est vrai que voilà, on nous dit effectivement, ce sont des athlètes comme les autres. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que les Jeux Olympiques interviennent en même temps, en tout cas les Jeux Paralympiques interviennent en même temps que les Jeux Olympiques. Jean-Baptiste Moreau, par exemple, ouais. Oui, effectivement. Alors, je suis pas un fin connaisseur de façon dont fonctionne le CIO globalement, mais et je sais qu'il y avait eu il y a quelques années, je pense, dans des Jeux Olympiques, quelques épreuves paralympiques au milieu des épreuves olympiques. Notamment en athlétisme, je me souviens qu'il y avait eu des courses paralympiques en même temps que les courses. Je crois que c'est une réflexion aussi menée olympiques. En l'occurrence pour Los Angeles, pour la prochaine Olympiade. Voilà. Je pense qu'effectivement, on gagnerait au moins à avoir une continuité, quitte à ce que ces Jeux Olympiques se poursuivent un peu plus longtemps, mais on gagnerait vraiment à avoir une continuité. Cette interruption de 15 jours, elle est pas facile à comprendre, je trouve. Et alors après, est-ce que c'est du business pour vendre plus de billets? C'est pas exclu non plus de la part du CIO. Je trouve dommage qu'il n'y ait effectivement pas une continuité entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques parce que ce sont les mêmes athlètes qui s'entraînent de la même façon et donc ça serait logique qu'ils concourent en même temps, quoi. Enfin, pas les uns contre les autres, mais en même temps sur les mêmes stades et dans le même timing. Je pense que on y gagnerait en lisibilité, je pense, effectivement. Et vous le savez, ces Jeux Paralympiques, on va en parler tous les jours. C'est dans 6 jours maintenant l'ouverture de ces Jeux Olympiques avec une cérémonie d'ouverture prévue sur les Champs-Élysées et on en parle. Vous savez, notre rendez-vous quotidien sur les Jeux Paralympiques tout à l'heure 12h45 avec notre consultant Anthony Martins-Miss qui est double médaillé au championnat du monde de judoka paralympique. D'ici là, je vous remercie grandement, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont le dernier numéro vient de sortir dans les kiosques. Le roi président est nu. Merci beaucoup, Morad Aïzabouche. Merci réalisateur, producteur de documentaires, notamment de la série Saltan pour la planète diffusée sur France 5. Et puis on vous retrouve dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. Un grand merci à vous aussi, Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant avec Maxime Troulot qui va nous rejoindre sur Sud Radio, la suite des débats de l'été. À tout de suite.